Chunk One. Mais une révélation extraordinaire de 10 minutes hier soir par David Letterman, ici au Ed Sullivan Theatre. Il a dit à son public qu'il aurait été victime d'une tentative de chantage. J'ai deux choses à dire à ce sujet. Tout d'abord, nous avons fait plus de 6000 émissions. Le 1er octobre 1993, quelque chose s'est produit dans l'émission de David Letterman que CBS a essayé d'enterrer à jamais. Un comédien est monté sur scène et a présenté son spectacle devant un public riant. Les producteurs avaient approuvé chaque blague à l'avance. Mais lorsque l'émission a été diffusée ce soir-là, toute sa routine de 7 minutes avait disparu. C'était la première fois dans l'histoire de CBS qu'il coupait complètement la performance complète d'un comédien après l'enregistrement. Le comique a reçu un appel téléphonique dévastateur plus tard dans la soirée. Ce qu'il a entendu le hanterait jusqu'à sa mort, seulement 5 mois plus tard. David Michael Letterman est né le 12 avril 1947 à l'hôpital méthodiste d'Indianapolis. Son père dirigeait une petite boutique de fleurs et sa mère travaillait comme secrétaire d'église. Il vivait à Broad-Ripple, un quartier calme non loin du rugissement de l'Indianapolis Motor Speedway. Enfant, il adorait les voitures de course miniature. Il les collectionnait avec une passion telle qu'elle faisait disparaître tout le reste. Il partageait une maison avec 2 sœurs. Et bien que le foyer Letterman soit solidement de la classe moyenne, c'était un endroit façonné par l'humour de routine et la résilience tranquille. Mais quand Dave n'avait que 11 ans, le monde autour de lui a basculé. Son père a subi une crise cardiaque massive. D'une manière ou d'une autre, il a survécu. Mais ce moment a planté une peur chez le jeune Dave qui ne l'a jamais vraiment quitté. C'était la première fois qu'il ressentait vraiment à quel point tout pouvait être fragile. Même s'il essayait de se concentrer sur l'école, les jouets ou les dessins animés, cette peur planait en arrière-plan. Le sentiment que son père puisse disparaître à tout moment est devenu une partie de lui. Et quand Harris est mort d'une 2e crise cardiaque en 1973 à l'âge de 57 ans, cela a confirmé ce que Dave craignait depuis le début. Son père n'a jamais pu le voir à la télévision. Jamais entendu le rugissement d'un public en studio acclamant son fils. Mais cette expérience précoce, cette danse avec la mort et la survie, a donné à l'humour de Letterman quelque chose de plus profond sous les rires. Même quand il était garçon, il trouvait un moyen de s'échapper dans les voix. Chunk 2. Alors que d'autres enfants jouaient dehors, Dave passait des heures à faire semblant d'être à la radio. Il imitait les annonceurs. Il inventait des personnages. Il a même essayé des voix inspirées par Paul Dixon, un animateur d'une émission télévisée basée à Cincinnati et diffusée à Indianapolis. Dixon deviendrait sa plus grande influence. Des années plus tard, Dave dira qu'en le regardant à la télévision, quelque chose a fait tilt. C'est vraiment ce que je veux faire. Il l'a dit en 1969, juste après l'université. Mais la vérité, c'est qu'il s'y préparait depuis qu'il était enfant. Au moment où il est entré au lycée de Broad-Ripple au début des années 60, quelque chose a commencé à changer. Il est passé du statut de garçon tranquille à celui qui pouvait faire rire tout le monde. Ses camarades de classe l'ont remarqué, en particulier Jeff Ashowski, qui se souvenait comment Dave distribuait des scripts pendant la récréation et dirigeait des parodies. Une fois, il a même fait une parodie de Winnie l'ourson avec ses amis en cours d'expression orale. Lorsque le professeur lui a demandé au hasard de faire un exposé, Dave s'est enfui, a acheté des fiches vierges et revenu, en faisant semblant que c'était des notes. Il a improvisé tout le discours. C'était sur le jonglage et il a tout inventé sur le coup. Il a eu un A. Ce que les gens ont vu ce jour-là, ce n'était pas seulement un clown de la classe. C'était un artiste qui apprenait à faire confiance à son instinct. Mais avant les lumières et les caméras, il y avait Atlas Supermarket. C'est là que Dave a obtenu son premier emploi, en tant qu'employé de rayon à l'adolescence. La plupart des gens se contenteraient de réapprovisionner les étagères, mais Dave a transformé l'endroit en son laboratoire de comédie personnelle. Il faisait des farces aux clients et testait son matériel sur tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Il ne s'agissait pas d'être impoli.
Il s'agissait d'apprendre jusqu'où il pouvait pousser une blague avant qu'elle ne soit plus drôle. Puis vint l'université. En 1965, il s'inscrit à l'université Ball State et rejoint immédiatement la station de radio étudiante WBST. Elle ne faisait que 10 watts, à peine assez pour couvrir le campus. Mais pour Dave, c'était le paradis. Il a été renvoyé peu de temps après, principalement parce qu'il se moquait de la musique classique qu'il était censé prendre au sérieux. Cela ne l'a pas arrêté. Chunk 3. Il a aidé à lancer une autre station sur le campus, WJO AM 570. Là-bas, il est allé encore plus loin. Il jouait des chansons affreuses exprès. Il inventait de fausses nouvelles. Il riait quand les autres étaient confus. Tout ce qu'il faisait laissait entrevoir le style absurde qui allait plus tard le définir. Lorsqu'il a fait un don en 1986 pour financer une nouvelle station, les lettres d'appel WCRD signifiaient Cardinal Radio Dave. Il n'a jamais oublié où tout avait commencé. Après avoir obtenu son diplôme en télécommunications en 1969, il a obtenu son premier vrai emploi à la télévision à WLUI-TV à Indianapolis. Il était le météorologue, mais pas du genre auquel vous êtes habitué. Dave ne se contentait pas de donner les prévisions, il les transformait en un spectacle. Dans une émission, il a averti les téléspectateurs de la grêle de la taille de jambons en conserve. Une autre fois, il a félicité une tempête tropicale pour son passage à un ouragan. Il a inventé des villes qui n'existaient pas et a annoncé la météo là-bas. De toute façon, il a plaisanté en disant que la frontière entre l'Indiana et l'Ohio avait disparu dans un scandale parce que la carte satellite l'avait omise. Ce qu'il faisait en réalité, c'était tester la quantité d'absurdité qu'un public pouvait accepter sans ciller. Et il apprenait qu'ils accepteraient beaucoup tant que cela les faisait rire. De retour à Ball State, il y avait une personne qui l'aidait à garder les pieds sur terre. Elle s'appelait Michelle Cook. Elle était sa petite amie de l'université et leur relation a duré bien au-delà de l'obtention de leur diplôme. Ils ont fini par se marier et sont restés ensemble pendant 7 ans. C'était une histoire d'amour tranquille, en arrière-plan d'un homme qui construisait quelque chose de bruyant. Michelle était là quand Dave luttait pour trouver une direction. Elle était là quand il disait qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Elle était là quand il a rêvé pour la première fois de présenter une émission et quand il a commencé à enchaîner ses premiers emplois à la télévision dont personne ne se souvient. Mais le mariage, comme beaucoup de premiers amours, ne pouvait pas durer éternellement. Alors que Dave se rapprochait de Los Angeles en 1975 et poursuivait de plus grands rêves, leurs chemins ont commencé à se séparer. Bien qu'une grande partie de ce qu'il a écrit à l'université n'ait jamais survécu, une chose était claire. Letterman avait déjà compris comment écrire comme lui-même. Qu'il s'agisse de fausses nouvelles à la radio, de commentaires absurdes sur la musique classique ou d'émissions pour enfants à petit budget à Indianapolis où il utilisait des dinosaures en plastique pour recréer des scènes de Godzilla. Chunk 4. Tout commençait à ressembler à Dave. Il n'a pas attendu de devenir une star pour agir comme tel. Son travail à Ball State, ses segments de télévision locaux, même ses expériences de comédie à l'épicerie, tout se fondait en une longue répétition pour quelque chose de plus grand. En 1970, David Letterman se tenait devant une carte météorologique sur une station de télévision d'Indianapolis, gagnant environ 150 $ par semaine. Ce n'était pas grand-chose, mais ce qu'il a fait avec cette petite scène était inoubliable. Il a transformé les prévisions météorologiques en comédie absurde. Il a félicité les tempêtes lorsqu'elles ont été promues au rang d'ouragan. Il a averti les téléspectateurs des grêlons de la taille de jambon en conserve. Il a inventé des bulletins de neige pour des villes imaginaires et a un jour déclaré que la frontière entre l'Indiana et l'Ohio avait été effacée en raison de transactions politiques louches. Bien sûr, ce n'était pas vrai. Mais pour Letterman, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était de faire rire les gens. Ses patrons n'ont pas aimé. Il a reçu des avertissements à maintes reprises, mais les téléspectateurs ont continué à regarder.
C'est ici que Letterman a commencé à utiliser la télévision non seulement pour diffuser des informations, mais aussi pour jouer avec. 2 ans avant ce boulot de la météo, en 1968, il avait épousé Michelle Cook, une camarade de l'université Ball State. Elle a cru en lui avant tout le monde. Lorsqu'ils ont déménagé à Los Angeles, ils ont entassé tout ce qu'ils possédaient dans une camionnette et ont roulé vers l'ouest sans rien d'autre que de l'espoir. Elle l'a soutenu pendant les premières difficultés, allant même jusqu'à ouvrir sa chambre de dortoir pour qu'il puisse accueillir des amis et travailler sur des sketchs comiques. Mais au fur et à mesure que son attention se portait de plus en plus sur sa carrière, le mariage a commencé à s'essouffler. En 1977, c'était fini. Michelle avait vu dès le début qu'il n'était pas destiné à la radiodiffusion de bas niveau, et elle n'avait pas tort. Leur rupture est survenue juste au moment où sa vie allait changer à jamais. À peu près au même moment que ses bulletins météorologiques loufoques, il a accepté un autre emploi étrange. Il s'appelait Clover Power, une émission pour enfants du samedi matin où il interviewait de jeunes enfants des clubs 4H sur leurs projets agricoles. L'émission était diffusée tôt le matin alors que presque personne ne la regardait. Cela a donné à Letterman la chance de tout essayer. Il ne s'est pas contenté de poser des questions sur les cochons et le maïs. Il a posé des questions absurdes et s'est moqué de tout l'ensemble. Parfois, on avait l'impression qu'il se moquait des enfants, mais ce qu'il faisait en réalité, c'était affiner son style. Il a transformé cette petite émission agricole tranquille en un terrain d'entraînement à la comédie. Chunk 5. Il a également animé un segment de fin de soirée intitulé « Film lyophilisé », où il rejouait des scènes de Godzilla en utilisant des dinosaures en plastique, puis a terminé l'émission en faisant semblant de faire exploser la station de télévision. Ces émissions à petit budget lui ont donné une liberté totale, et il l'a utilisée. En 1974, il est passé à la radio, en animant une émission de discussion sur Texas à Indianapolis. Il n'y avait plus de caméra maintenant, juste sa voix. C'est là qu'il a appris le timing et comment mener une conversation. Il a fait des appels canulars, a plaisanté avec des inconnus et a finalement été trop loin. Il s'est moqué des politiciens locaux et la direction de la station en a eu assez. Ils l'ont renvoyé, mais ce n'était pas la première fois. Déjà, à l'université, il avait été renvoyé de sa station de campus pour s'être moqué de la musique classique. Ses licenciements ne l'ont pas arrêté. Ils l'ont fait avancer. Après WTNTS, il a réalisé qu'Indianapolis n'avait plus rien à lui offrir. S'il voulait beau à réussir, il devait tout risquer et partir. En 1975, ce pari a finalement eu lieu. Letterman et Michelle ont fait leurs valises à nouveau, comme ils l'avaient fait des années plus tôt, et se sont dirigés vers Los Angeles. Ils n'avaient presque pas d'argent, ils n'avaient pas d'emploi en vue, ils dormaient sur les canapés d'amis et vivaient au jour le jour. Mais alors, quelque chose d'incroyable s'est produit. Jimmy Walker, star de l'émission Good Times, a vu Letterman se produire et l'a engagé pour écrire des blagues. Cela a ouvert la porte à tout le reste. L'équipe d'écriture qui l'a rejointe était remplie de futurs stars. Jay Leno, Paul Mooney, Louis Anderson et d'autres. Ils débutaient tous, et cette vieille camionnette avec laquelle ils ont conduit jusqu'à Los Angeles, Letterman la possédait toujours en 2012. En 1976, il se produisait au Comedy Store de Los Angeles, la même scène où de nombreuses carrières se sont faites ou brisées. Détenu par Mitzi Shore, le club était petit, crasseux et compétitif. Les comédiens n'étaient même pas payés à moins de devenir des habitués. Letterman s'est démarqué, non seulement pour ses blagues, mais aussi pour la façon dont il gérait les chahuteurs. Chunk 6. Il n'a pas reculé. Il a riposté avec un sarcasme sec, transformant les moments de tension en punchline. C'est dans ce club que son nom a commencé à circuler parmi les chasseurs de talent. Et c'est là qu'il a contribué à mener une grève en 1969 pour que les comédiens soient payés. Cette grève a changé le monde de la comédie pour toujours. Mais alors que sa carrière était en plein essor, sa vie personnelle s'effondrait.
En 1977, la même année que son entrée dans le monde d'Hollywood a commencé. Son mariage s'est terminé. Il était avec Michelle depuis l'université. Elle avait cru en lui depuis le début. Mais la célébrité a changé les choses. Après le divorce, il a dit aux gens qu'il ne se remarierait jamais. Il a même plaisanté en disant que les hommes mariés l'admiraient secrètement pour être libre, se qualifiant de dernier des vrais pistoleros. Il lui faudra encore 32 ans pour se remarier lorsqu'il épousera finalement Regina Lasco en 2009, une femme avec qui il sortait depuis 1986. Au cours de ce même été 1977, il a décroché un emploi dans le Starland Vocal Band Show, une émission de variété sur CBS. Le groupe était célèbre pour la chanson à succès Afternoon Delight et l'émission présentait des segments de comédie avec Letterman à la fois comme écrivain et comme interprète. Mais ce fut un désastre. Elle n'a duré que 6 épisodes avant d'être annulée. Cette émission de courte durée a enseigné à Letterman une vérité brutale. Le succès à la télévision pouvait disparaître en un instant, même pour les stars, avec des chansons numéro 1 et des prix Grammy. Il n'a jamais oublié cette leçon. Tout a changé en 1978. C'est l'année où il a eu sa première chance au Tonight Show avec Johnny Carson. Carson était le roi de la télévision de fin de soirée. Son approbation pouvait lancer une carrière du jour au lendemain. L'humour sec et incisif de Letterman s'est immédiatement démarqué. Il a été invité à revenir à maintes reprises. Finalement, Carson lui a demandé d'être l'animateur invité. C'était un honneur rare. Carson a vu quelque chose en lui et Letterman le savait. Tiens, ça, Xizent. Il a dit plus tard que Carson était la personne qui a influencé sa carrière plus que quiconque. En 1982, tout s'est mis en place. Le 1er février de cette année-là, Late Night with David Letterman a fait ses débuts sur NBC, diffusé juste après l'émission de Carson. C'était étrange, sarcastique et complètement différent. Le tout premier invité était Bill Murray, qui a immédiatement rendu les choses maladroites exprès. Letterman a fait des visites sarcastiques des studios et a erré dans New York en soulignant les problèmes de la ville comme un faux journaliste d'investigation. L'émission a présenté des segments comme des tours d'animaux de compagnies stupides et le courrier des téléspectateurs où il lisait des lettres ridicules de fans et donnait des réponses encore plus ridicules. Contrairement à la plupart des talk shows, celui-ci ne suivait pas les règles. En quelques mois, elle est devenue une sensation et a changé la façon dont la télévision de fin de soirée fonctionnait. En coulisses, une grande partie de cette brillance venait de Mel Marco. Elle était la rédactrice en chef de l'émission et la petite amie de Letterman de 1978 à 1988. Elle a créé certains des segments les plus emblématiques, y compris les listes des 10 meilleurs. Leur romance et leur relation de travail étaient profondément liées, mais elle a finalement éclaté. Marco a déclaré plus tard qu'elle se sentait négligée et sous-créditée. Après la rupture, elle a quitté l'émission et de nombreux fans disent que quelque chose a changé après son départ. Elle remportera 4 prix Emmy pour son écriture. Même des années plus tard, beaucoup pensaient que les meilleurs épisodes de Letterman étaient ceux créés pendant leur période ensemble. Cette même année, une autre tempête a frappé l'émission. Andy Kaufman. Entre 1982 et 1983, Kaufman a fait 11 apparitions chaotiques, mais aucune n'a été plus choquante que ce qui s'est passé le 28 juillet 1982. Lui et le lutteur Jerry Lawler se sont battus pour de vrai dans l'émission. Kaufman portait une minerve et a affirmé que Lawler l'avait blessé lors d'une cascade de lutte. Mais lorsqu'il a demandé à Lawler de s'excuser, Lawler l'a insulté, puis l'a giflé au visage. Kaufman a jeté son café et a juré bruyamment en s'éloignant. NBC a dû censurer l'ensemble du segment. C'était l'une des premières controverses majeures qui a montré à quel point l'émission de Letterman était devenue imprévisible. Cela ne s'est pas arrêté là. En 1986, Cher a finalement accepté de participer à l'émission après avoir refusé pendant 4 ans. Letterman lui a demandé pourquoi elle l'avait évité pendant si longtemps. Sa réponse a arrêté la pièce.
Chunk, 8. Elle a dit « Je pensais que tu étais un trou du cul ». La foule a haleté, puis a applaudi. Letterman avait même payé sa facture d'hôtel de 28 000 $ juste pour la faire venir. Au final, ils ont eu une conversation étonnamment bonne. C'est devenu l'une des interviews les plus commentées de l'histoire de l'émission. Tout a commencé en 1993, lorsque NBC a choisi Jay Leno plutôt que David Letterman pour reprendre le Tonight Show. Cette seule décision a déclenché une guerre de fin de soirée qui allait changer la télévision pour toujours. À peine 2 semaines plus tard, le 14 janvier, Letterman a stupéfié tout le monde en annonçant qu'il quittait NBC et qu'il se dirigeait vers CBS dans le cadre d'un accord de 14 millions de dollars. Ce n'était pas seulement un contrat, c'était une déclaration de guerre. CBS était en difficulté depuis des années dans le créneau de fin de soirée, et maintenant, il se lançait à fond. La nouvelle émission de Letterman a été lancée le 30 août 1993, depuis le légendaire Ed Sullivan Theater à New York. Mais NBC n'allait pas le laisser partir aussi facilement. Ils ont affirmé qu'il possédait des parties de son émission, obligeant Letterman à renommer le courrier des téléspectateurs en CBS Mailbag et à interdire à Larry Bud Melman d'utiliser son nom de scène. Pourtant, Letterman a pu conserver les tours d'animaux de compagnie stupides parce que ce truc venait de son ancienne émission matinale en 1980. Au final, CBS a finalement eu un succès et l'emprise de NBC sur la domination de la fin de soirée a commencé à se fissurer. La loyauté ne signifiait rien quand des millions étaient sur la table. 2 ans plus tard, en 1995, cet élan a pris une tournure étrange. Letterman a été choisi pour animer la 67e cérémonie des Oscars le 27 mars. C'était un boulot de rêve jusqu'à ce que cela devienne un désastre. Il a lancé les hostilités avec une blague que personne n'a comprise. Oprah, Uma, Oprah. Avez-vous les enfants ont rencontré Keanu? Le silence dans la pièce était assourdissant. La nuit ne s'en est jamais remise. Les critiques l'ont détruit. Le magazine Time l'a qualifié de pire animateur des Oscars de l'histoire. Le New York Times a publié une critique brutale intitulée « The winner isn't David Letterman ». Letterman lui-même a dit plus tard que cela ressemblait à une explosion d'excréments. Il avait accepté l'offre contre son intuition et n'a pas pu se débarrasser de la crainte qui précédait l'émission. Par la suite, des inconnus dans les aéroports lui ont crié dessus, disant qu'il avait ruiné les Oscars. Mais ironiquement, l'émission a attiré les cotes d'écoute les plus élevées depuis plus d'une décennie. Les gens ne pouvaient pas détourner le regard de l'épave. Chunk, 9. À peine 5 ans plus tard, Letterman a failli ne pas survivre pour remonter sur scène. Le 14 janvier 2000, les médecins ont constaté que ses artères étaient tellement obstruées qu'il avait besoin d'une opération à cœur ouvert immédiate. À seulement 52 ans, il suivait la même voie tragique que son père, décédé d'une maladie cardiaque dans la cinquantaine. Le docteur O. Wayne Isom, un homme qui avait opéré Walter Cronkite et Larry King, est intervenu et lui a sauvé la vie. Letterman avait plaisanté avec Regis Philbin dans l'émission La veille au soir, sans se rendre compte qu'il était à quelques heures d'une opération de vie ou de mort. Pour la première fois de sa carrière, il a manqué des émissions pour une raison autre que les vacances. Ses fans ont été stupéfaits et au moment où le docteur Isom a dit que Letterman avait le muscle cardiaque d'un jeune de 20 ans, cela ressemblait à un miracle. En coulisses, quelque chose d'autre s'était discrètement développé. En février 1986, Letterman a commencé à fréquenter Regina Lasko, une femme qui travaillait dans l'industrie de la télévision et comprenait la folie qu'il traversait. À l'époque, il était encore impliqué avec sa rédactrice en chef, Mel Marco. Mais son lien avec Regina est devenu quelque chose de plus profond. Pendant plus de 2 décennies, ils ont gardé leur relation principalement privée, survivant au cirque hollywoodien alimenté par les potins. Letterman a un jour plaisanté en disant qu'ils sortaient ensemble depuis 1986 et qu'ils verraient bien où cela les mènerait après 10 ans. Ils ont eu un fils en 2003, Harry Joseph Letterman,
et se sont finalement mariés en 2009 dans le Montana après 23 ans ensemble. C'était l'une des fréquentations les plus longues et les plus privées de l'histoire du divertissement. Et Regina est restée son ancre pendant certaines des années les plus difficiles de sa vie. Mais même une relation stable ne pouvait pas le protéger du scandale. En 1990 et 1999, au plus fort du scandale Monica Lewinsky, les blagues de Letterman étaient implacables. Il s'est moqué de toute la situation avec une cruauté acérée, qualifiant Monica de simple enfant cherchant un emploi à la Maison-Blanche. Et apparemment, Clinton aussi. L'une de ses listes des 10 meilleures les plus brutales comprenait des phrases telles que « Je savais qu'un jour, je passerais à l'histoire » et « Est-ce que cette police me fait paraître grosse? » La Maison-Blanche était furieuse et aurait envoyé des plaintes directement à CBS. Des années plus tard, en 2014, Letterman a dit à Barbara Walters qu'il le regrettait profondément, disant que lui et d'autres animateurs de fin de soirée avaient fait d'une jeune femme un sac de frappe. Ce moment de remords a révélé le coût de la comédie lorsque de vraies personnes sont prises entre deux feux. En septembre 2001, à peine 6 jours après les attentats contre le World Trade Center, Letterman est revenu à son émission avec quelque chose que personne n'attendait, une émotion brute. Il s'est tenu sur cette scène et a dit qu'il n'était pas sûr que les blagues soient encore appropriées. Il a parlé du fond du cœur des personnes décédées, des premiers intervenants et de la façon dont la ville se sentait brisée. Rudy Giuliani lui avait dit de retourner au travail et d'aider la ville à guérir. Chunk, 10. Et il l'a fait. Ce monologue de 10 minutes n'était pas drôle, mais il était inoubliable. Les téléspectateurs ont vu une facette différente de Letterman, une facette qui n'était ni sarcastique ni ironique, juste humaine. Puis vint l'un des moments les plus sombres de sa vie personnelle. Le 3 novembre 2003, le fils de Letterman, Harry, est né. Moins de 2 ans plus tard, en mars 2005, un complot terrifiant a été mis au jour. Un homme nommé Kelly Frank, qui avait travaillé comme peintre dans le ranch de Letterman dans le Montana, prévoyait d'enlever Harry et sa nounou contre une rançon de 5 millions de dollars. Frank avait les clés de la maison, connaissait les routines et savait même où dormait le bébé. Il a parlé de son plan à quelqu'un et cette personne est allée directement à la police. L'horreur de ce qui aurait pu arriver a hanté Letterman et l'a forcé à revoir complètement sa sécurité. Les choses ne se sont pas calmées. Le 1er octobre 2009, Letterman est monté sur scène et a annoncé à son public quelque chose que personne n'avait vu venir. Il a avoué avoir couché avec des femmes de son personnel et que quelqu'un avait essayé de le faire chanter pour 2 millions de dollars. La confession a stupéfié la foule. Ce n'était pas une blague. Il a dit clairement qu'il avait fait des choses terribles, et que l'histoire embarrasserait beaucoup d'eux. De gens, en particulier les femmes impliquées. Il venait d'épouser Regina Lasco plus tôt cette année-là. Maintenant, tout s'effondrait. Il a commencé une thérapie. Il a présenté des excuses publiques. Il a essayé de recoller les morceaux devant et hors caméra. C'était la période la plus douloureuse de sa carrière. Et il l'a gérée de la seule façon qu'il connaissait, en parlant. Au milieu de tout ce chaos, une grève a frappé Hollywood. La Writers Guild of America s'est mise en grève du 5 novembre 2007 au 12 février 2008. Alors que Jay Leno et Conan O'Brien ont cessé d'émettre pour soutenir la grève, Letterman a pris une décision qui a choqué tout le monde. Sa société, Worldwide Pants, a conclu un accord distinct avec la Writers Guild. Son émission est revenue à l'antenne le 2 janvier 2008 avec toute son équipe de rédaction. Cela lui a donné un énorme avantage sur ses concurrents, mais lui a également fait des ennemis. Beaucoup dans l'industrie se sont sentis trahis. Chunk 11. Même si ce qu'il a fait était légal, cela a donné l'impression qu'il avait franchi une ligne. Letterman ne s'est pas excusé. Il a diffusé son émission, a fait ses blagues et a résisté à la tempête. En mars 2010, Letterman et Regina se sont enfin mariés. Mais la joie était mêlée aux retombées du scandale de l'année précédente.
Il a parlé de leur séance de conseil à l'antenne, admettant qu'il travaillait à reconstruire ce qui avait été brisé. Il a dit « Ce ne sera peut-être pas la même chose, mais cela pourrait être mieux d'une nouvelle façon. » Cette ouverture a trouvé un écho auprès du public, dont beaucoup traversaient leurs propres difficultés relationnelles. Son honnêteté s'est transformée en une sorte de thérapie, non seulement pour lui, mais aussi pour les téléspectateurs. Puis, le 3 avril 2014, lors d'un enregistrement, Letterman a appelé Time. Il a dit au public qu'il avait parlé avec le président de CBS, Leslie Moonves, et qu'il avait décidé de prendre sa retraite d'ici le 20 mai 2015. Il avait 66 ans et était fatigué après 33 ans sous les feux de la rampe. Lorsque le dernier épisode a été diffusé, c'était un moment d'histoire. Letterman avait animé 6180 épisodes, plus que quiconque dans l'histoire de la fin de soirée, même Johnny Carson. 13,76 millions de personnes se sont connectées pour dire au revoir. 4 présidents sont apparus dans un sketch d'adieu. Steve Martin, Jerry Seinfeld, Tina Fey et d'autres sont venus rendre hommage. Les Foo Fighters ont clôturé le spectacle avec Everlong. On avait l'impression que c'était la fin d'une époque. Après s'être retiré, Letterman a complètement changé. Il a laissé sa barbe pousser longue et blanche. Il a dit au New York Times que c'était un rappel que sa vie était maintenant différente. Plus de maquillage, plus de costumes, plus de pression pour ressembler à un animateur de télévision. La barbe est devenue son signe de liberté, sa façon de dire qu'il avait fini de jouer le jeu. Certaines personnes l'ont appelé une barbe de retraite, d'autres une barbe de réussite, mais tout le monde s'accordait à dire que c'était le nouveau Letterman. Puis, en janvier 2018, il est revenu, mais pas de la façon dont tout le monde s'y attendait. Son émission Netflix, My Next Guest Needs No Introduction, était dépouillée et intime. Pas de groupe, pas de monologue, juste 2 chaises et un invité par épisode. Son premier invité était Barack Obama. C'était la première grande interview d'Obama depuis qu'il avait quitté ses fonctions. L'émission a donné à Letterman le plein contrôle créatif et il l'a utilisé pour avoir de vraies conversations avec des gens comme Malala Yousafzai, George Clooney, Jay-Z, Tina Fey et Howard Stern. Paul Shaffer, son ancien chef d'orchestre, a même composé le thème musical inspiré du son soul de Muscle Skulls. Chunk, 12. Et quelque part en cours de route, Letterman a commencé à changer à l'intérieur. Il a commencé à parler du changement climatique. National Geographic l'a présenté discutant des questions environnementales. Pour un homme qui ne s'était autrefois soucié que des punchlines et des codes d'écoute, c'était un changement profond. Maintenant, il utilisait sa voix pour quelque chose de plus grand que le divertissement, quelque chose qui comptait. Mais même avant cela, il y a eu un incident. C'était le 1er octobre 1993, juste une autre nuit à la télévision jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Bill Hicks s'était produit 11 fois dans les émissions de David Letterman auparavant. Alors, quand il est monté sur la scène du Ed Sullivan Theater cet après-midi-là, cela lui a semblé familier. Le public a ri, les blagues ont fait mouche et les producteurs avaient déjà approuvé chaque mot. Il n'y avait aucun sentiment que quelque chose n'allait pas. Mais au moment où l'émission a été diffusée ce soir-là, tout le spectacle de 7 minutes de Hicks avait disparu. C'était la première fois dans l'histoire de CBS que le spectacle complet d'un comédien était complètement coupé après l'enregistrement. Les téléspectateurs à la maison n'avaient aucune idée de ce qui venait de se passer. Le public en direct avait vu quelque chose que personne d'autre ne verrait jamais, du moins pas avant 16 ans. De retour à sa chambre d'hôtel, réservée par CBS plus tard dans la soirée, Bill a décroché le téléphone. La voix à l'autre bout du fil était Robert Morton, le producteur exécutif de l'émission. Les mots de Morton étaient vagues au début, puis déchirants. Fondamentalement, tout était un problème. Hicks, déjà usé par la chimiothérapie, est resté assis en silence. On lui avait diagnostiqué un cancer du pancréas plus tôt cette année-là. Et bien que seule sa famille le sache, il était au milieu d'une guerre privée contre le temps. Il s'était battu pour continuer à travailler, continuer à rire, continuer à repousser les limites.
Mais cet appel ne concernait pas la maladie. Il s'agissait de la peur, pas sa peur, celle de C.B. Shea. Hicks a demandé ce qui avait changé entre l'enregistrement de l'après-midi et la diffusion du soir. Il a demandé pourquoi des blagues qui avaient suscité des rires étaient maintenant sans de ces menaces. Le réseau n'a pas répondu. Chunk, 13. Il ne l'a jamais vraiment fait. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est qu'il restait moins de 5 mois à vivre à X. Il n'apparaîtrait plus jamais dans l'émission de Letterman. Il n'aurait jamais l'occasion de parler de l'incident à l'antenne. Il est décédé le 26 février 1994 à seulement 32 ans, se sentant trahi par la scène même qu'il avait autrefois accueillie.